Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai vu que Lucas était arrivé. Je lui ai envoyé comme d'habitude qu'il rejoigne. Bonsoir Lucas. Est-ce que tu peux me confirmer que tu me vois bien, que tu m'entends bien? Oui, tout à fait. Je te vois bien, je t'entends bien. Bonsoir, Héloïse. Bah super, bah écoute, il en est de même pour moi. Écoute, pour commencer tout doucement cette interview, peut-être le temps que les personnes rejoignent ce live et se connectent, peut-être profites-en pour te présenter Ouais, bien sûr. rapidement ton métier et ce dont on va parler du coup au cours de ce live. Ça marche. Eh bien, je m'appelle Lucas. Je suis donc adjudant dans la LAT, dans l'aviation légère de l'armée de terre. Donc, je suis sous-officier et je suis contrôleur aérien depuis maintenant 12 ans. Et enfin, je suis militaire depuis 12 ans, je suis contrôleur aérien depuis 10 ans, et donc je vous fais un petit live pour vous présenter mon métier depuis la salle d'approche de l'aérodrome de Dax. Mais écoute, je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Donc, comme tu l'as dit, au cours de ce live, tu vas nous présenter ton métier en tant que contrôleur de la sécurité aérienne au sein de la LAT. Donc, pour ceux qui connaissent pas forcément cette identité, etc., on va la présenter. Et sentez-vous libre de poser toutes vos questions en commentaire que je transmettrai du coup en direct à Lucas. Et voilà, si jamais il y a des choses qui sont pas claires pour vous, surtout n'hésitez pas. Et alors moi, la première question que j'aimerais te poser, Lucas, c'est est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'es venu cette passion pour l'aéronautique et cette envie de devenir contrôleur aérien? Alors oui, bien sûr, moi j'ai eu la chance de tomber dans l'aéronautique dès ma plus jeune enfance, on va dire. J'ai mes deux parents qui sont pilotes privés tous les deux. Donc déjà tous les week-ends quand j'étais petit, on les passait à l'aéroclub. Donc on était entouré d'avions, de planeurs, etc. On faisait des vols, mon frère, mes sœurs et moi, on faisait des vols avec nos parents. Et j'ai grandi en Allemagne, donc à chaque vacances scolaires, je prenais l'avion tout seul comme un grand pour aller rejoindre mes grands-parents qui habitent en France. Et de ce côté-là aussi, l'aéronautique était toujours présente parce que mon grand-père, lui, il était ingénieur chez Aérospatiale, qui est devenu donc Airbus. Et donc voilà, il y avait toujours un côté aéro à la maison, à tout ce qu'on faisait. Le voisin de mes grands-parents était René Fournier, donc constructeur d'avions légers. Donc voilà, l'aéronautique était toute présente tout au long de mon enfance, donc c'était assez naturel de partir dans cette direction-là. C'est génial. Et alors, pourquoi pas avoir eu l'envie de devenir pilote, mais plutôt peut-être tourner vers le contrôle aérien? Alors, je vais un peu dire comme beaucoup de contrôleurs aériens dans la LAT, la plupart d'entre nous, on va dire, partent dans un premier temps sur une voie de pilote hélicoptère. Le recrutement commence à peu près de la même manière. Et ensuite, on se retrouve détourné, bon gré, mal gré, on va dire, vers une autre voie. Donc moi, à ce moment-là, j'ai choisi contrôleur aérien. Alors, est-ce que tu pourrais présenter un petit peu rapidement la LAT pour ceux peut-être qui connaissent pas, mais qui connaissent surtout l'armée de terre, et toi nous expliquer pourquoi avoir choisi la LAT et pas une autre armée ou même le civil? Alors, l'ALAT, c'est donc une partie de l'armée de terre, c'est l'aviation légère de l'armée de terre. Au début, c'était issu de l'artillerie, c'est eux qui avaient des avions pour faire de l'observation. Et au fur et à mesure, on s'est équipé de plus d'avions et ensuite surtout d'hélicoptères. Et donc, on est vraiment engagé au plus proche des troupes qui sont au sol, donc de l'armée de terre, et on travaille vraiment à leur profit, que ce soit avec des hélicoptères de transport, donc aussi bien du fret que des évacuations médicales, par exemple, que des hélicoptères de renseignement ou alors d'attaque. Et donc, la LAT, on est à peu près 5000 hommes et on a environ 300 hélicoptères en ce moment. Et donc, on est le plus grand opérateur d'hélicoptères étatiques en France, avant la marine, avant l'armée de l'air, etc. Et est-ce que ton expérience aéronautique quand tu étais jeune, ça t'a servi là dans ton métier actuel? Alors oui, c'est pas indispensable. C'est pas, on peut arriver, on peut commencer un recrutement dans la latte, tomber complètement par hasard sur le métier de contrôleur
et tout découvrir pendant la formation. Après, ça aide si on a déjà quelques connaissances, ça permet de un peu mieux s'y retrouver dans le métier de contrôleur si on a des connaissances ou une passion pour l'aéronautique. Donc ça aide clairement, mais c'est absolument pas indispensable. Est-ce que tu pourrais nous expliquer, là je vois qu'il y a notamment une question un peu en lien avec ça de Anaïs, nous expliquer ton parcours scolaire et ce que demande la LAT comme parcours scolaire pour devenir contrôleur aérien? Alors c'est très simple. Moi pour ma part, j'ai un bac S. Avec une note qui était en plus pas très très bonne, mais c'est tout ce qu'il faut parce que dans la LAT, quasiment tous les contrôleurs aériens sont des sous-officiers. Donc, je vais déborder un peu sur la partie cursus formation. Il faut dans un premier temps les prérequis pour devenir sous-officier dans l'armée de terre. Donc, il faut un bac. Que ce soit un bac scientifique ou littéraire, après, peu importe. Et après, on a toute une partie de tests d'épreuves de sélection qui couvre un peu tout ce qui peut être utile en aéronautique. Avec tout ça, eh bien, on peut se lancer dans le contrôle aérien dans la lab. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances niveau prépa en maths ou quoi. Tout peut s'apprendre on va pas dire sur le tas, mais pendant la formation, on a tous les cours nécessaires en partant de zéro pour pouvoir devenir contrôleur aérien. Alors, on a une question qui te demande, est-ce qu'il y a un âge limite pour devenir contrôleur aérien? Alors, c'est une très bonne question. L'âge limite, c'est toujours pareil, c'est l'âge limite pour s'engager dans l'armée de terre. Quand je me suis engagé, c'était 26 ans. Je crois maintenant que c'est repoussé. On doit être pas loin des 30 ans pour pouvoir s'engager en tant que sous-officier dans l'armée de terre. Ça marche. Donc, effectivement, à prendre avec des pincettes, c'est vrai que toi, ça fait quand même pas mal de temps que tu exerces ton métier, donc ça a peut-être changé, mais je suppose que toutes les informations, on doit les retrouver sur leur site ou Oui, voilà. tout à fait. Dans les centres de recrutement, tout ça, c'est des questions qui sont d'ordre général dans l'armée de terre. Donc, c'est des questions qui se retrouvent facilement sur Internet. Parfait. Est-ce que toi, tu peux nous expliquer comment se sont passées les sélections? Parce que c'est pareil, je ne sais pas trop si ça a changé entre le temps où tu les as passées toi et aujourd'hui, comment ça se passe? C'est la question que je me suis posée. Du coup, je me suis quand même un peu renseigné avant le live. Donc, c'est à peu près toujours dans la même lignée que ce que j'ai fait. Donc, les tests, les différentes épreuves, elles ont peut-être un peu évolué, mais dans l'ensemble, ça n'a pas trop changé. Donc, dans un tout premier temps, eh bien, vu qu'on est militaire, il y a quand même des tests de sélection, il y a tout le cursus pour s'engager dans l'armée de terre. Donc, ça commence avec un entretien dans un CIRFA, dans un centre d'information et de recrutement de l'armée, où on va avoir un entretien avec un recruteur qui va nous parler de l'armée en général, nous demander pourquoi on veut s'engager, un peu l'idée derrière tout ça, pour voir si déjà on a la bonne idée de ce qui se passe dans l'armée. Ensuite, on va partir sur des tests initiaux d'engagement ça comprend une visite médicale, il y a des tests sportifs, psychotechniques. Ça reste encore la partie globale pour l'armée. Donc ça se fait dans des centres de sélection avec tout le monde, avec tous les candidats qui veulent s'engager dans l'armée de terre. Donc jusque-là, il n'y a rien de spécifique aéronautique, contrôle aérien, etc. Une fois qu'on a passé tous ces tests-là, on va basculer sur la sélection purement aéronautique et on va partir à Vincennes, au fort de Vincennes. Et là, ce seront donc des tests pour avoir un agrément technique pour pouvoir faire contrôleur aérien. Et on repart sur toute une fournée de tests psychotechniques. Il y a des tests de mémoire à court terme, il y a des maths niveau assez simple quand même. Ce seront des additions, des multiplications, etc. Il y a quand même des petites questions, un petit entretien avec des connaissances générales aéronautiques, mais ce n'est pas un indispensable. C'est bien de montrer qu'on s'intéresse au domaine aéronautique, qu'on s'intéresse un petit peu au métier de contrôleur aérien, mais ce n'est pas du tout quelque chose d'indispensable pour pouvoir s'engager. Donc voilà, des connaissances générales aéronautiques, un peu des connaissances sur le métier de contrôleur aérien, histoire de montrer qu'on sait dans quoi on se lance. Et après, il y a un entretien avec un contrôleur aérien et un entretien avec un psychologue pour savoir si on est bien câblé, on va dire, pour pouvoir faire le métier de contrôleur aérien.
Super, bah écoute, je te remercie de nous avoir détaillé tout ça et de t'être renseigné du coup pour nous fournir des informations fiables. Alors, Amy, j'ai bien vu ta question concernant la journée type et je vais la poser juste après. C'est une de mes questions justement. Mais avant ça, on va parler un petit peu formation. Est-ce que tu peux nous Ouais. expliquer un petit peu, Lucas, comment s'est passée ta formation? Combien de temps elle a Ouais. duré pour devenir contrôleur aérien? Alors, pareil, la formation, ça a un peu évolué depuis que moi je suis passé par là. Ça fait 10 ans quand même. Donc, on va partir comme pour le recrutement. On va d'abord partir sur une partie purement militaire. Donc, on va partir à Saint-Mexan-l'École, dans les Deux-Sèvres, et on va faire une formation purement militaire. Donc, on va être formé sous-officier de l'armée de terre avec des missions pour vraiment avoir un fond militaire. On va apprendre à tirer, on va faire du sport, on va faire des sorties sur le terrain, apprendre à lire une carte, s'orienter, etc. Et donc tout ça, ça va durer 8 mois et on va ressortir de là, on sera sergent. Une fois qu'on sera passé par là, on va attaquer un stage d'anglais parce que l'anglais, c'est une partie très très importante, un minimum de maîtrise de l'anglais, c'est quand même une partie importante du métier. Donc, on va faire 4 semaines de formation d'anglais à Rochefort, donc avec l'armée de l'air. À l'issue de ça, on partira sur la vraie formation de contrôleur aérien. Et là, on va à Mont-de-Marsan. On va partir à Mont-de-Marsan et faire une formation purement contrôle aérien. Et ça se fait avec l'armée de l'air. Ça se fait avec l'armée de l'air. Des contrôleurs, les instructeurs, ce sont des contrôleurs et de l'armée de l'air et de la LAT. Donc, les deux armées fournissent des contrôleurs pour faire la formation. Et ça dure 40 semaines. Et après ces 40 semaines, donc au final, avec les vacances scolaires, etc., ça fait quasiment un an de passer à Mont-de-Marsan. À l'issue de ça, on sera contrôleur à l'instruction stagiaire. Donc, on aura une licence de contrôleur aérien. Après, ça, c'est la particularité de l'armée en général. On a 2 licences de contrôleur aérien, une licence civile et une licence militaire pour le contrôle. Et donc, avec ça, on n'a pas encore le droit d'être vraiment contrôleur, de prendre des postes, de toucher à un micro. On va d'abord venir où je me trouve actuellement, donc à Dax, et on va faire 3 semaines d'acculturation sur les procédures et les matériels de la LAT, parce qu'il y a quand même pas mal de différences avec ce que fait l'armée de l'air. Et à l'issue de ça, on choisit une affectation, une unité de la LAT, et on choisit notre affectation, on part là-bas, et là, c'est vraiment la formation en poste qui commence. Et ça peut durer, on va dire, entre 9 mois et 1 an et demi pour être lâché sur les 2 premiers postes dans une tour de contrôle. Donc, c'est une formation qui est assez longue. Il faut compter 3 ans, 3 ans et demi à partir du moment où on s'engage. Ou dans le meilleur des cas, 3 ans, 3 ans et demi pour être contrôleur opérationnel et pouvoir travailler dans une tour de contrôle. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu, toi, pendant cette formation? Alors, ce qui est intéressant déjà, c'est qu'on fait une formation avec les gens de l'armée de l'air, donc ça permet de voir quelque chose de complètement différent que ce qu'on a vu avant. Ils ont une formation militaire aussi qui est différente par rapport à la nôtre. Donc, on travaille un peu avec des gens qui viennent de différents milieux. Après, pendant la formation, on a quand même l'occasion de faire quelques vols pour voir un peu les 2 côtés du micro, on va dire, comment ça se passe dans un cockpit, quand est-ce qu'on peut parler au pilote ou non. Et ensuite, eh bien, toute la formation, elle est quand même assez bien faite. On fait tout ça sur des simulateurs à Mont-de-Marsan, des simulateurs pour une tour de contrôle. Et donc tout au long de la formation, il y a toujours quelque chose à découvrir, à apprendre. Et c'est ce qui fait aussi la particularité du métier, c'est qu'on n'a jamais fini de découvrir. Et il y a toujours quelque chose de nouveau à voir. Donc en fait, tout au long de la formation, on découvre, on apprend. Et c'est ce qui est aussi génial dans le métier. Alors là, on a une question de Anaïs qui demande s'il est possible de concilier le sport et les études pour devenir contrôleur aérien. Alors en l'occurrence, comme tu nous as dit qu'il suffisait juste d'un bac, on va plutôt adapter la question en disant concilier sport et formation peut-être. Alors oui, déjà dans un premier temps, à Saint-Mexan, la formation militaire, il y a une grande partie, il y a un bon paquet d'heures de sport toutes les semaines, que ce soit de la course à pied, de la piscine, des courses d'orientation, du parcours d'obstacles, etc. Il y a un peu de tout ça.
Et c'est maintenu tout au long de la formation à Mont-de-Marsan aussi. On a des séances de sport qui sont encadrées par des militaires de sport de l'armée de l'air. Parce que déjà, ça permet de se changer un peu les idées par rapport à ce qu'on vit tout au long de la journée en salle de cours ou dans les simulateurs. Ça permet de s'éclairer un peu. Et il ne faut pas oublier qu'on est militaire, on est militaire de l'armée de terre, donc on a un certain devoir de se maintenir en forme un minimum. Bon, ça fait partie du métier de contrôleur aérien. Et donc, ça se retrouve tout au long de la carrière. Donc, chaque semaine, même encore maintenant, on a des créneaux auxquels on peut aller faire nos petites séances de sport, soit tout seul, soit en groupe avec les autres. Bah, merci pour ta réponse. Alors Ludovic, c'est pareil, j'ai bien vu votre question, elle va venir juste après. Là, j'aimerais parler concrètement de ton métier. Est-ce que tu peux nous présenter les missions d'un contrôleur aérien au sein de la LAT? Ouais, alors c'est assez vaste comme sujet. Je vais parler en même temps un peu de la structure qu'on va retrouver dans une tour de contrôle. Parce que dans la LAT, on est assez polyvalent. On va commencer par le premier poste auquel on va toucher en sortie d'école. C'est le bureau d'information aéronautique. Donc, on va se retrouver à gérer des NOTAM, donc des messages pour les équipages, des cartes aéronautiques, déposer des plans de vol, corriger des plans de vol pour les pilotes. Ça, c'est le premier poste auquel on va toucher en sortie d'école. Ça permet de s'habituer un peu à l'unité dans laquelle on vient d'arriver, apprendre à connaître un peu le fonctionnement, etc. Ensuite, on va attaquer les postes qui sont à la tour de contrôle. Donc, il y en a 3 en général dans une tour de contrôle de la LAT. On va avoir le premier poste, c'est le poste sol. On va gérer donc tout ce qui est circulation au sol sur une plateforme aéronautique, que ce soit des hélicoptères, des avions ou des véhicules, des personnels à pied, des gens qui font de la maintenance, etc. Ensuite, on a le poste air-sol, donc la fréquence tour pour ceux qui volent. On va se retrouver à gérer le trafic aérien qui est proche du terrain, dans le circuit de piste, et en général à basse altitude. Dans la plupart des terrains, ça va s'arrêter à peu près 2000 pieds, donc 600 mètres d'altitude. On va gérer tout le trafic qui se retrouve là-dedans, et le boulot du contrôleur qui est sur ce poste, c'est d'ordonner le trafic aussi bien au départ qu'à l'arrivée, de faire en sorte que chaque équipage ait l'information qui va bien sur ce qui va autour d'eux, qu'ils puissent voir les autres machines en vol et ensuite qu'ils puissent s'éviter. Donc, on va les espacer sur la piste, on va les espacer dans le circuit de piste, histoire que chacun ait toutes les informations et qu'il n'y ait pas d'accident à ce moment-là. On va aussi leur fournir des informations sur la météo, le vent, les pressions atmosphériques, la température, sur les différents dangers qu'il peut y avoir, si jamais il y a des parachutages dans les secteurs dans lesquels ils vont travailler, etc. Donc tout ça, c'est au contrôleur de le transmettre. Le troisième poste qu'on va avoir à la tour de contrôle, ce sera le chef vigie, qui lui va gérer les 2 autres postes, qui va gérer un peu tous les intervenants extérieurs, parce que sur une base à LAT, les vols qui se font, c'est pour l'entraînement des pilotes en général, ou ici à Dax et au Luc-en-Provence, c'est pour la formation des pilotes. Donc, on va travailler avec les opérations régimentaires qui vont élaborer les ordres de vol, etc. Donc, ce sera aussi notre travail de vérifier que la machine qui demande à partir, elle ait le droit de partir et de faire en sorte qu'elle parte dans la bonne zone, dans sa bonne zone de travail, histoire qu'il n'y en ait pas 2 qui se retrouvent dans la même zone de travail au même moment. Donc ça, ce sera en grande partie le travail du chef vigie, de veiller un peu sur tout ça, parce que les 2 autres postes, ils n'auront pas forcément le temps de s'occuper de tout ça. Donc ça, c'est le travail dans la tour de contrôle. Après, on peut aussi avoir dans nos espaces aériens des avions civils qui transitent, des avions d'aéroclub, par exemple, qui transitent, ou des gens qui font d'autres travails aériens. On peut avoir des hélicoptères du SAMU, de la sécurité civile, qui partent sur des missions de sauvetage, etc. Et donc tout cela, il faut les intégrer dans le trafic et pareil, leur retransmettre les informations qui vont bien pour qu'ils aient la conscience du trafic qu'il y a autour d'eux, qu'ils sachent où chercher du regard les autres machines et qu'ils puissent les éviter et que tout le monde puisse travailler dans les meilleures conditions ensemble. Et ensuite, on a le dernier étage, on va dire, de la tour de contrôle, c'est la salle d'approche dans laquelle je me trouve actuellement. Et là, on va faire du travail au radar. On va avoir 2 différents radars qu'on a à disposition dans les armées. Et avec ces radars, on va donner des caps
aux machines. On va les guider vers un certain point auquel on veut amener les machines. Donc ça peut être les emmener jusque sur notre terrain ou alors les diriger vers une zone de travail spécifique dans laquelle après ils vont faire des exercices. Donc on fait soit on donne des informations aux équipages pour que eux après ils puissent s'orienter, soit on va directement les guider, les diriger vers le point qu'ils veulent atteindre. Donc c'est deux parties assez distinctes du métier. Et après, à côté de tout ça, on va avoir un travail d'assistance pour les pilotes qui peuvent être perdus, qui peuvent être soit perdus à cause de la météo, soit parce qu'ils ne s'y retrouvent plus sur leur carte, qui sont complètement perdus, qui ne savent plus où ils sont. Donc à ce moment-là, on va essayer de voir en leur demandant soit des renseignements pour essayer de trouver à proximité de quelle ville, de quelle autoroute, etc. ils peuvent se trouver pour après les ramener soit vers leur terrain de destination, soit s'ils sont complètement perdus, on va essayer de les ramener vers notre terrain pour qu'au moins ils puissent se poser en sécurité et après repartir plus tard, une fois que ça va mieux, qu'ils puissent repartir sur leur terrain de destination. Et si tout ça, ça n'aide pas et qu'on a toujours une machine qui est perdue, on va avoir un rôle d'alerte. C'est ce que je disais avant, au BIA, on traite des plans de vol, au Bureau d'information aéronautique. Et avec ces plans de vol, on sait les heures prévues d'arrivée des différents vols. Si un vol est vraiment trop en retard, ce sera à nous de donner l'alerte et de dire attention, il y a un centre de recherche en France qui va gérer tout ça. Et donc, on va coordonner avec eux, on va leur dire attention, il y a une machine qui devait arriver à telle heure chez nous, elle n'est pas arrivée, et donc c'est eux qui vont se mettre aux recherches pour essayer de retrouver la machine. Dans la plupart des cas, c'est juste que c'est un vol qui a pris un peu du retard, qui a fait un détour ou quelque chose de ce genre-là. Donc tout va bien, mais ça peut arriver que voilà, il y ait une machine qui soit perdue. Et à ce moment-là, ce sera à nous de donner l'alerte pour qu'on puisse les retrouver assez rapidement pour venir en aide à l'équipage. Et comment ça s'organise un petit peu, c'est-à-dire au niveau des étages, est-ce que vous pouvez switcher d'étage d'une journée à une autre, d'une semaine à une autre, ou vous êtes fixé à un... Alors, on a un emploi du temps qui est fait d'une semaine à l'autre par nos chefs, et donc on fait ça par demi-journée dans la latte. Et donc, on prend notre poste soit à la tour de contrôle, soit dans la salle d'approche, soit au BIA, par demi-journée. Donc, soit le matin, on arrive à 8 heures, on prend notre poste et on travaille jusqu'à midi et demi à peu près. Après, c'est une autre équipe qui va venir nous relever. Ou alors, on est tranquille le matin, on fait d'autres petites tâches annexes qui concernent souvent quand même aussi l'aéronautique, le métier de contrôleur. Et ensuite, l'après-midi, on prend notre poste soit à la tour, soit à la salle d'approche. Alors, je ne sais pas si tu l'as spécifié, mais c'est une question de Spintz, je n'ai pas son prénom, qui te demande combien vous êtes de contrôleurs aériens, toi, à Dax. Alors, à Dax, on est une petite vingtaine de contrôleurs aériens. C'est suffisant pour le boulot qu'on fait ici parce que, comme je disais avant, on a 3 postes à la tour de contrôle, 2 postes qu'on peut activer à l'approche, mais on les active pas systématiquement. Ce sera en fonction surtout des demandes des équipages. Ils font pas des vols aux instruments toujours, ils n'ont pas toujours besoin de guidage par nos contrôleurs. Donc ça, c'est des postes qui ne sont pas activés tout au long de la journée. Et il nous faut un contrôleur au BIA de temps en temps. Donc au final, il nous faut 7 à 8 postes, 8 contrôleurs par jour. Et ensuite, on fait du travail de nuit aussi. Donc à ce moment-là, on travaille en équipe allégée et il nous faut 2 contrôleurs qui viennent travailler uniquement le soir, une fois que la nuit tombe. Donc avec une douzaine de contrôleurs par jour, on est en mesure d'armer tous les postes. Alors, une question de Ludovic qui, ce coup-ci, te demande si cela nécessite des connaissances poussées en météorologie pour devenir contrôleur aérien dans la latte. Non, on n'a pas besoin de connaissances poussées. On va avoir quelques cours météo pendant la formation à Mont-de-Marsan. Ça permet surtout de comprendre les phénomènes météo qu'il va y avoir autour de notre terrain, savoir quand est-ce que la météo peut devenir dangereuse pour les pilotes, comprendre dans quelle situation est-ce qu'une machine peut rencontrer du givrage, des turbulences, etc. Donc ça va être des connaissances météo qui seront centrées sur le contrôle aérien.
On ne demandera pas des connaissances comme un pilote ou un pilote de ligne, Mhm. mais vraiment, c'est quelque chose de pratique centré sur le contrôle aérien. Une question de Guénolé, il me semble que tu en as parlé rapidement. Est-ce que tu es aussi amené à gérer le trafic civil ou tu t'occupes seulement de la partie militaire? Alors non, vu qu'on a des espaces aériens qui sont dédiés aux différentes bases de la LAT, si on l'interdisait au vol civil, ce serait quand même assez compliqué. À chaque fois, les avions. Après, on travaille souvent en plutôt basse altitude, donc ça impacterait surtout les vols des aéroclubs. Mhm. Mais nos espaces aériens sont quand même ouverts au vol en aéroclub, voire même les bases peuvent, dans certains cas, être ouvertes aux aéroclubs. Ici à Dax, on en a un qui est sur la plateforme, sur l'aérodrome, il y a un aéroclub qui est co-implanté. Falsbourg et Étain, dans le nord-est, ils peuvent accueillir des avions d'aéroclub. Donc, on a des protocoles avec les différents clubs aux alentours pour que les pilotes puissent venir s'entraîner sur un terrain un peu plus conséquent que la plupart des petits aérodromes. Et pour qu'ils puissent aussi avoir un contact avec les contrôleurs. Ça leur permet de s'entraîner un peu à la radio, etc. Mhm. Donc, soit les avions civils viennent poser chez nous, soit ils transitent uniquement dans nos espaces aériens pour aller d'un point A à un point B. Ça leur permet souvent d'avoir une trajectoire un peu plus courte, donc ils transitent dans nos espaces aériens. Après, les avions de ligne, on a beaucoup moins de contacts parce que souvent ça vole quand même franchement plus haut que les hélicoptères de la LAT. Donc nos espaces aériens ne montent pas aussi haut que ça. Alors maintenant, une question de Amy qui te demande s'il y a des femmes qui sont contrôleuses aériennes au sein de la LAT et est-ce qu'il y en a dans ton équipe? Alors oui, ici à Dax, on en a trois sur la vingtaine. Après, ça dépend des affectations. Il n'y a pas de, c'est pas un critère de recrutement, on va dire, d'être un homme ou d'être une femme. C'est une spécialité qui est ouverte à tout le monde, à tout militaire. Donc voilà, il y a, dans certaines unités, il y a plus de femmes, dans d'autres, il y en a moins. Mais voilà, c'est un peu comme dans la vie de tous les jours, dans un métier civil, c'est à peu près pareil. Alors, une question de Guilhem, je ne sais pas si tu avais suivi un petit peu le truc, mais aujourd'hui, il n'y a plus du tout les spécialités au lycée scientifique ou ES ou L, enfin littéraire. Maintenant, c'est des matières qu'ils doivent choisir, donc plutôt des matières scientifiques, plutôt des matières littéraires. Et en fait, sa question, c'est quel conseil tu aurais à lui donner en ce qui concerne les matières à choisir au lycée? Est-ce qu'il choisit plutôt des matières scientifiques, des matières littéraires s'il veut devenir contrôleur aérien? Alors, les matières scientifiques, elles peuvent aider parce que ça simplifiera la compréhension pendant certains cours à Mont-de-Marsan ou pendant la formation de contrôleur aérien. Donc, c'est bon d'avoir un petit niveau en maths quand même. On va apprendre des bases en physique du vol. On a quelques connaissances en aéronautique même à avoir. Donc, à ce moment-là, avoir quelques connaissances en physique, éventuellement en chimie, ça peut aider, mais c'est absolument pas un indispensable. Quand il y avait encore les différentes filières, on pouvait avoir des gens qui avaient passé un bac S, ES ou L. Ça avait pas vraiment d'impact sur le recrutement. La formation à Mont-de-Marsan, elle est quand même assez bien faite et assez progressive pour que, peu importe la spécialité, les matières choisies, pour qu'on puisse quand même suivre les cours. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tes outils de travail? Alors oui, je les ai déjà abordés un peu. Donc ici en salle d'approche, on va avoir des radars. Je commence par ici parce qu'on les a sous les yeux. On va avoir ici derrière moi cet écran-là, c'est un radar d'approche. Donc dans notre cas en ce moment, c'est une recopie radar des différents radars civils qu'il y a aux alentours. Ça va nous donner une vue du dessus pour l'espace aérien et on va pouvoir guider les machines jusqu'à proximité de notre terrain avec ça. Donc ça, c'est le même radar qu'on va utiliser sur un aéroport civil. À Biarritz, par exemple, on va avoir exactement le même affichage que ce que nous, on a à Dax. Ensuite, on va avoir un deuxième radar, c'est celui-ci, cet écran-là. Et on voit que l'écran, il est coupé en deux parties. Et en fait, on va avoir sur la partie basse une vue du dessus toujours sur l'axe de piste. Là, on a une échelle qui nous permet de voir à peu près une vingtaine de kilomètres. Et ici, on a une coupe verticale de l'axe de piste également. Et avec cet outil-là, on va pouvoir guider des avions sur vraiment la trajectoire finale jusqu'à l'atterrissage. Donc, on va leur donner des indications de cap assez fréquentes
assez faible comme changement de cap. On va leur donner des changements des virages de 5 degrés à droite à gauche. Et en parallèle, on va leur dire qu'ils sont un peu trop bas par rapport au plan de descente qu'ils doivent avoir. Et avec ça, ça va leur permettre, si on a des nuages qui sont bas, ça va leur permettre de juste en suivant les indications du contrôleur, d'arriver jusqu'à dans le plus bas, jusqu'à à peu près 200 pieds, donc 60 mètres du sol, et d'essayer de retrouver la vue du sol, même s'il y a des nuages bas, du brouillard, etc., ils pourront retrouver la vue du sol à ce moment-là. C'est quelque chose qui n'existe pas dans le civil. Dans le civil, pour les avions en ligne, on va avoir des instruments à bord, l'ILS par exemple, qui va donner des indications semblables, mais ça fait une charge de travail supplémentaire pour le pilote. Et donc, dans les armées, c'est quelque chose que l'armée de l'air et la marine a également. On va privilégier ça souvent parce que ça fait moins de charge de travail pour le pilote. Il n'aura pas besoin de traiter des aiguilles sur un écran. Il aura juste à suivre 5 degrés droite, 5 degrés gauche, légèrement trop haut, légèrement trop bas, et à corriger en fonction de ce qu'on lui dit. Et donc, après un long vol, une mission fatigante, c'est plus simple pour le pilote. Donc, ça, ce sont nos écrans radars. Et ensuite, l'outil principal qu'on va retrouver aussi bien en salle d'approche qu'à la tour de contrôle, ce sera la radio. Donc, on a différentes fréquences radio qui sont allouées à chaque terrain. Et chaque poste que j'expliquais tout à l'heure, le sol, l'air-sol et le chef vigie, va avoir sa fréquence à la radio. Donc, chaque contrôleur a une fréquence. Chaque fréquence correspond à un domaine, donc soit la circulation au sol, soit la circulation proche de l'aérodrome, ou alors tout ce qui va se passer plus loin. Donc, on a ces fréquences radio. Et après, pour pouvoir suivre le trafic, on va se servir de petites bandes en papier comme ça. Donc, c'est ce qui s'appelle. Et sur ces bandes en papier, on va avoir plein de petites cases. Et dans ces cases, on va inscrire des informations utiles pour le vol. L'indicatif de la machine, donc pour savoir comment on le contacte à la radio. Ce que c'est comme hélicoptère ou comme avion, pour savoir ce qu'il faut chercher en regardant dehors. On va noter les heures de décollage et d'atterrissage pour avoir un suivi du vol, parce que nous, pour les vols d'entraînement, on connaît la durée du vol. On sait que le vol, l'équipage, il va partir pour 1h30, 2 heures. Donc, en notant l'heure de décollage, on va savoir si à l'atterrissage, il est en retard. Donc ça va noter de l'heure d'alerte si jamais il y a un vol qui prend du retard. On va noter ça, on va noter le nombre de personnes qui sont dans la machine, toujours dans le souci de l'assistance, de la recherche. Si jamais, dans le pire des cas, on ne souhaite pas, mais si jamais il y a une machine qui a un accident, qui s'écrase, on va transmettre toutes ces informations-là aux équipes de recherche pour qu'ils puissent savoir combien de personnes ils doivent retrouver. Ça leur évite de chercher pour rien, de perdre du temps à chercher des membres d'équipage, des passagers, alors qu'ils ont déjà trouvé tout le monde. Et après, on va pouvoir noter plein d'informations supplémentaires, l'altitude à laquelle vole la machine, des points d'entrée ou de sortie dans nos zones, etc. Ça va nous permettre de coordonner les vols d'un poste à l'autre. Même s'il y a beaucoup de trafic, on ne sera pas obligé de se parler en permanence et de dire attention, la machine qui est à tel endroit, elle veut faire ça, elle veut monter à telle altitude, elle veut sortir par tel point. Vu que ces strips ils sont préformatés, que toutes les cases sont toujours au même endroit pour chaque terrain, chaque contrôleur, en recevant la bande de papier, pourra voir directement de quoi il s'agit, ce qu'il doit faire avec la machine. Donc ça, c'est l'outil principal, on va dire, dans la LAT, c'est la radio et les strips. Après, on va aussi avoir besoin d'informations météo. Donc ici, c'est ce qu'on a sur l'écran qui est tout là-haut. On va avoir des informations, on va avoir le vent sur l'aérodrome, donc la direction et la force du vent. On va avoir les pressions atmosphériques, la base des nuages, la visibilité horizontale, la température. Et tout ça, c'est des informations que les équipages peuvent nous demander ou qu'on doit leur transmettre d'office pour bien adapter leur vol. La pression atmosphérique, c'est important pour caler l'altimètre. Le vent, c'est important pour savoir dans quel sens il faut corriger à l'atterrissage ou au décollage. Donc tout ça, ce sont des informations qu'on doit retransmettre aux équipages. Donc ici, on a cet écran qui nous donne tout ça. Et le dernier outil, on va dire, c'est le téléphone, parce que on est en coordination en permanence avec les organismes aériens, les organismes du contrôle qui se trouvent autour de notre espace à nous. Ici à Dax, par exemple, à l'est, on a Mont-de-Marsan, on a la base aérienne de Mont-de-Marsan. À l'ouest, on a l'aéroport de Biarritz.
Donc, on va tout le temps coordonner avec ces organismes-là. Dès qu'il y a un vol qui sort de notre espace aérien et qui va rentrer dans leur espace aérien, on va les prévenir pour pas qu'ils soient surpris en ayant un appel à la radio. Donc voilà, on est en permanence soit en train de parler à la radio, soit en train de parler au téléphone. Donc vraiment, l'outil indispensable, on va dire, c'est la radio. Tout le reste, on est en mesure de faire sans, mais la radio, ça reste quand même l'outil indispensable pour le contrôleur aérien. Bah, écoute, je te remercie pour ces explications. Alors, entre-temps, on a une question de Guilhem qui te demande, c'est une question un petit peu sur l'anglais. Donc, toi, tu nous as dit en début de live que c'était quand même assez important. Mais quelle place prend l'anglais, toi, au sein de ton métier? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, tu communiques en anglais avec les pilotes? Comment ça se passe? Alors, en soi, ça dépend du pilote. Ici en France, les deux langues aéronautiques, c'est aussi bien le français que l'anglais. Donc, nous, on va répondre aux pilotes dans la même langue que ce qu'ils nous parlent. Ici à Dax, on met surtout l'accent sur l'anglais parce qu'on a beaucoup d'élèves pilotes. Ils sont formés pour devenir contrôleurs, enfin pilotes d'hélicoptère ici. Donc, ils mettent l'accent sur l'anglais. Donc, 90% de notre communication ici se fait en anglais. Il y a d'autres unités en France où on va plutôt parler en français. Ça permet aussi de sortir parfois du cadre de la phraséologie parce que tous les messages qu'on va passer à la radio, ou quasiment tous les messages qu'on va passer à la radio, c'est des messages qui sont préformatés, qui sont les mêmes partout dans le monde. Les messages en anglais, ce seront les mêmes partout dans le monde. Comme ça, il n'y a pas de marge d'interprétation quand on reçoit un message. Chaque mot est prédéfini. Ça permet aussi, quand on n'entend qu'un morceau d'une communication à la radio, s'il y a des interférences, s'il y a quelqu'un d'autre qui parle sur la fréquence, ça permet qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans les messages. Donc, la plupart des messages radio, ils sont préformatés. Donc, pour ça, il n'y a pas vraiment besoin d'une grande connaissance en anglais, on va dire. Ça, c'est de l'apprentissage par cœur. Après, il y a quand même certains messages qui ne rentrent pas dans la phraséologie, donc il faut pouvoir sortir de ces messages préformatés et savoir parler un minimum anglais, un anglais courant pour pouvoir expliquer ce qu'on a voulu dire au pilote si jamais il y a quand même une ambiguïté, lui demander des renseignements supplémentaires, etc. Parce que l'espace aérien en Europe est libre, donc on peut avoir des vols d'équipage étrangers qui viennent transiter chez nous aussi. Donc ici à Dax, je dirais 90% d'anglais, 10% de français avec les machines d'aéroclub. Sur d'autres terrains, ça peut être moitié-moitié à peu près. Par contre, quand on part en opération extérieure, là, vu qu'on travaille dans un contexte international, ce sera quasiment 100% d'anglais. Donc oui, il faut avoir des bases en anglais, mais il y a beaucoup d'heures de cours, de cours d'anglais pendant la formation. Et on a un niveau d'anglais à maintenir, à justifier pour pouvoir être contrôleur aérien. Donc, on fait des cours d'anglais de maintien à niveau en unité, une fois par semaine, une fois par mois, etc., en fonction des besoins du contrôleur. Et on a un certain nombre d'heures d'anglais qu'on doit faire tous les ans, enfin tous les 3 ans en l'occurrence. On doit faire un certain nombre d'heures d'anglais et on a un test d'anglais tous les 3 ans pour justifier qu'on maintient son niveau. Donc même quelqu'un qui ne parle pas très bien l'anglais de base, qui n'est pas très fort en anglais à l'école, pourra quand même s'y retrouver pendant la formation de contrôleur aérien. Alors, tu as parlé de l'OPEX et j'ai vu qu'il y avait quelques questions à propos de ça. On va y arriver dans 2, 3 questions maxi. Alors, juste avant, une question de Manon qui te demande, alors je vais peut-être l'élargir. En gros, sa question, c'est combien d'hélicoptères tu peux gérer, entre guillemets, en même temps, mais peut-être l'élargir à combien d'aéronefs? Alors, ça dépend. On va dire ça dépend de ce qu'on fait, à quel poste on se trouve. Le poste de finaliste, donc avec cet écran-là qui nous permet de faire le guidage jusque sur la piste, on va dire, on aura une machine en compte à la fois. Parce qu'on lui parle au plus toutes les 5 secondes. Dans le meilleur des cas, toutes les 3 secondes, on va donner une indication à la machine. Donc, on peut pas s'occuper de 2 avions ou de 2 hélicoptères en même temps. Les autres postes, on peut en avoir beaucoup plus en compte. Ici, par exemple, à Dax, il y a énormément d'hélicoptères. On a plus d'une trentaine d'hélicoptères qui sont basés ici, qui volent tous les jours, dès qu'il fait beau. Donc ici, en circuit de piste, moi, là, ça fait 6 mois que je suis ici. Ça m'est arrivé d'en avoir 7, 8 en même temps dans le circuit de piste, qui veulent tous rentrer en même temps.
Et en plus de ça, d'en avoir 4-5 qui veulent partir pendant ce même laps de temps. Forcément. Donc, on peut en avoir énormément à gérer en même temps. Après, c'est quelque chose qui est progressif et au début, quand on prend un poste à la tour, on a un autre contrôleur plus expérimenté qui va nous aider, qui va nous guider, nous former sur le poste. Donc, jusqu'à ce que tout le monde juge qu'on sache gérer toutes ces machines soi-même, on sera accompagné par un autre contrôleur. Donc on n'est pas lâché comme ça directement sur un poste et puis on se retrouve face à 12 machines à pas savoir quoi en faire. Quelle est la particularité du métier de contrôleur aérien au sein de la LAT qu'on va pas forcément retrouver au sein des autres armées? Alors là, j'ai envie de dire qu'il y a un côté polyvalent qu'on a dans la LAT qui sera moins présent dans les autres armées. Déjà parce que dans l'armée de terre, on est d'abord militaire et après spécialiste. Donc on est dans un premier temps sous-officier de l'armée de terre. Et en plus de ça, on est contrôleur aérien. Donc, en plus de notre métier de contrôleur aérien, on peut être amené à gérer du matériel. On a en compte que ce soit des véhicules, des radios, dans les régiments. On va avoir une tour de contrôle mobile, un radar mobile, et tout ça, il faut s'en occuper, il faut en faire de l'entretien. Donc ça, ce sont les contrôleurs qui s'en occupent. Souvent, les jeunes contrôleurs, au début, ils vont se retrouver à gérer du matériel, à faire des inventaires, à vérifier que tout va bien, etc. On pourra aussi avoir des tâches qui sont purement militaires. Moi, il y a 2 ans, j'ai été détaché pendant 3 mois pour encadrer une formation de jeunes militaires durant. Donc à ce moment-là, pendant 3 mois et demi, j'étais plus du tout à la tour de contrôle. Au final, j'étais plus du tout contrôleur aérien, mais j'étais militaire à temps plein à remplir des missions que tout sous-officier de l'armée de terre peut avoir à remplir, peu importe son métier, qu'il soit mécanicien, infanterie, contrôleur aérien, peu importe. On est tous formés pour les mêmes missions de base de l'armée de terre. Et donc, voilà, moi, pendant 3 mois et demi, j'étais plus contrôleur, j'étais militaire. On peut également être amené à faire des missions Vigipirate, Sentinelle, etc., dans des gares, des aéroports, des villes, etc. Donc ça, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte quand on s'engage dans l'armée de terre, c'est que voilà, on est d'abord militaire et après on est contrôleur aérien. Et en plus de ça, dans le métier de contrôleur aérien, dans la LAT, on gère surtout des hélicoptères. Donc déjà, il y a un côté où les hélicoptères volent moins vite et en général beaucoup moins haut que les avions de chasse qu'on va retrouver surtout dans l'armée de l'air et dans la marine. Les vols sont assez spécifiques dans la LAT parce qu'on a des vols qui se font à très très basse hauteur, parfois en dessous de 50 mètres au-dessus du sol. Donc, ce sont des choses assez spécifiques. On a pas mal de choses à savoir là-dessus pour connaître le déroulé de ces vols. Et après, on a le côté opération extérieure où on peut partir de temps en temps pour une certaine durée. On peut partir sur l'opération Barkhane, en l'occurrence, pour les contrôleurs dans la LAT en ce moment. Et par contre aussi, on peut partir faire des exercices sur le terrain. Donc on va partir avec la tour de contrôle mobile dont j'ai parlé juste avant. Et on va s'installer dans un champ, sur un aérodrome désaffecté par exemple, et on va installer une tour de contrôle à partir de rien, et on va gérer un exercice de la LAT avec des hélicoptères qui vont venir poser sur le terrain. Donc ça aussi, ça fait partie du métier de contrôleur aérien de la LAT. Et on peut aussi partir sur les navires de la marine. Sur les hélicoptères amphibies, on est formé pour pouvoir faire du guidage radar sur ces machines-là. Donc quand il y a beaucoup d'hélicoptères de la LAT qui partent en exercice sur les navires de la marine, on va détacher 1, 2, 3 contrôleurs aériens pour renforcer ceux de la marine. Donc on est vraiment polyvalent, que ce soit sur le côté purement militaire que sur le côté contrôle. On fait un peu de tout. On est formé pour tout, on est formé pour gérer des hélicoptères, des avions et dans quoi que ce soit comme milieu. Effectivement, il me semble qu'un des exercices avec la marine, c'est l'exercice cormoran. Oui, tout à fait, ouais. Bon. Mais ouais, effectivement, là, cet aspect-là, tour mobile, enfin, tour de contrôle mobile que j'ignorais complètement, mais c'est vrai que c'est quand même une grosse particularité au sein de l'armée de terre. Alors, on va parler enfin de la partie OPEX, parce que j'ai vu plusieurs questions qui sont passées. Alors, sans trop entrer dans les détails, déjà, est-ce que ton métier, il est exactement le même en France qu'en OPEX?
Alors, le métier en soi, les outils qu'on va avoir à disposition dans cette fameuse tour de contrôle mobile, alors c'est petit comme tour de contrôle. Il faut voir ça, on va dire un bocal qui est posé sur un camion à la base. Donc vraiment, ça tient sur un camion. Ça doit faire 2,50 m de large sur 3,50 m de long. Et dedans, on a deux postes pour les contrôleurs aériens où on va retrouver des téléphones et des radios. On n'aura pas d'affichage radar dans cette tour de contrôle mobile, donc tout se fait à la radio et avec les strips que je vous ai montré tout à l'heure. Et cette tour de contrôle, on peut l'installer n'importe où. Donc en ce moment, il y en a une qui est déployée en Afrique sur l'opération Barkhane. Et donc, on va faire le même métier, on va travailler avec les mêmes principes que ce qu'on fait ici. On va assurer un déroulement sûr et efficace du trafic aérien. On va essayer d'optimiser les trajectoires des appareils. Mais le côté qui change en opération extérieure, c'est que déjà, on travaille dans un contexte international. Sur l'opération Barkhane, on travaille sur un aéroport international. Donc, on va gérer des hélicoptères de la LAT, certes. On va gérer des avions de transport de l'armée de l'air, des avions d'autres armées en Europe ou dans le monde qui vont nous contacter aussi, des hélicoptères anglais, néerlandais, allemands, que ce soit des militaires ou des civils. On va travailler avec des avions de transport civils, souvent russes ou des pays de l'Europe de l'Est, qui sont affrétés par les Nations Unies, par différentes armées, etc. Avec des hélicoptères de ces pays-là aussi. On va être en contact avec des équipages drones qui vont soit décoller de notre terrain, soit décoller d'autres terrains et nous contacter une fois qu'ils arrivent dans notre espace aérien. Donc on a énormément de trafic très divers à intégrer. Et c'est la grosse particularité en opération extérieure, c'est qu'en France, souvent, on est habitué à gérer des hélicoptères qui volent tous à peu près à la même vitesse, qui parlent tous à peu près bien anglais, ou alors ils parlent français. En opération extérieure, on va quasiment que parler anglais, histoire que tout le monde puisse nous comprendre. Et il va falloir s'habituer à toutes les vitesses différentes. On peut avoir des avions de transport à réaction. Moi, j'ai eu des Boeing à contrôler avec 200 personnes à bord. Et en même temps, des hélicoptères de la LAT qui volent pas du tout à la même vitesse, mais qu'il faut quand même intégrer dans le même trafic et poser, faire décoller sur la même piste. Et donc, c'est ça la grosse particularité de l'OPEX. Et à côté de ça, il y a aussi des contraintes sur les vols que nos hélicoptères vont faire, qui vont avoir des besoins opérationnels de rentrer rapidement. J'en ai vu d'évacuation sanitaire. Donc, s'ils reviennent sur notre terrain avec des blessés à bord, il va falloir qu'ils soient prioritaires. Donc, il faut les intégrer différemment dans le trafic, faire attendre d'autres machines qui pensaient poser plus tôt, etc. Ou alors des machines qui doivent partir rapidement sur une mission, qu'il va falloir qu'ils soient prioritaires aussi, de nouveau faire attendre d'autres machines, expliquer tout ça aux équipages qui sont autour, qui n'ont pas forcément l'habitude d'être en contact avec les militaires aussi. Donc c'est très complexe, très polyvalent le métier en opération extérieure. Et en plus de travailler dans cette tour de contrôle mobile, on peut aussi partir sur le terrain, on appelle ça, avec un petit détachement. Soit on partira en hélicoptère, on sera mis en place en plein milieu du désert, on va dire, à gérer un plot de ravitaillement pour des hélicoptères, si on a beaucoup qui partent sur une mission. Donc on peut partir soit en hélicoptère, ou alors c'est ce qui m'est arrivé à moi, de partir en convoi avec des véhicules, avec tout le reste d'un détachement qui va partir de l'armée de terre, pour installer une zone de posée pour des hélicoptères en plein milieu du désert. Donc ça, c'est le côté très polyvalent qu'on va retrouver en opération extérieure. Et c'est ce qui fait aussi le côté intéressant du contrôleur de l'armée de terre. Oui, bah en tout cas, quand tu le décris, ça rend la chose effectivement très très intéressante. Alors, Ludovic, elle arrive, cette question, je vous promets, c'est juste, on finit la partie OPEX et je vais lui demander, est-ce que tu peux nous dire ce que l'on ressent quand on part pour la première fois en OPEX? Alors, il y a une certaine appréhension parce qu'on part sur quelque chose de quasiment inconnu. On sait qu'on on va arriver dans un milieu qu'on ne connaît pas, avec des conditions de vie aussi qui sont différentes de ce qu'on a en France. On sait qu'on va partir, ça c'est le côté global OPEX pour tout militaire qui part la première fois en OPEX. On va arriver quelque part où on doit s'adapter, où les températures ne sont pas pareilles, le rythme de vie n'est pas pareil. On va vivre pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, tout le temps avec la même équipe, 24 heures sur 24, on va être en contact avec les mêmes personnes. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte à l'avance, parce que tout le monde n'est pas fait pour ça. Tout le monde ne s'entendra pas avec les mêmes personnes pendant 2 mois.
Et après, le côté contrôle aérien, c'est très bien préparé. On est toujours, on a une grande préparation avant de partir en opération extérieure, sur les semaines et les mois avant de partir, où on va déjà lire la documentation sur la façon de travailler en opération, et on va faire des séances de simulateurs en régiment. On a des simulateurs qui nous présentent l'aéroport là-bas, avec on va retrouver les pistes qu'on a sur l'aéroport, l'espace aérien, le trafic aérien à peu près qu'on va pouvoir retrouver. Donc en termes de contrôle aérien, on est très bien préparé là-dessus. Et en général, dans l'équipe, on essaye de faire un mélange entre des gens qui sont déjà partis une fois ou plus et des jeunes qui partent pour la première fois. Et comme ça, on a quand même une transmission des connaissances qui se fait pendant les premières semaines quand on arrive là-bas. Et après 1 ou 2 semaines, en général, les contrôleurs aériens là-bas, ils arrivent très bien à travailler. Donc voilà. Il y a une certaine appréhension, mais il y a aussi en général, il y a une joie de partir parce que quelque part, on s'engage aussi pour ça quand on pour l'armée de terre. On sait qu'on a de bonnes chances de partir tôt ou tard en opération extérieure. Donc ça fait partie du métier. Donc la première fois qu'on part, voilà, en général, les gens sont contents de partir. Alors, une question de Thomas qui tombe super bien parce que c'était ma prochaine question. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du rythme d'OPEX, c'est-à-dire souvent quand vous partez, combien de temps vous partez et surtout quels intervalles il y a entre chaque OPEX? Alors là, ça dépend de l'affectation qu'on a choisie en France. Mhm. On a 5 affectations où on peut être dans des tours de contrôle. Donc on a Dax et Le Luc en Provence, donc pas loin de Toulon. Ce sont des écoles de formation pour les pilotes. Donc les contrôleurs qui sont affectés là-bas, leur vocation première, c'est pas de partir en opération extérieure. Leur vocation première, c'est d'assurer la gestion du trafic pour la formation des pilotes. Et ensuite, on a 3 régiments. Donc, on a le premier régiment d'hélicoptères de combat à Phalsbourg, en Lorraine, à la limite Lorraine-Alsace, à 3/4 d'heure de Strasbourg. On a le troisième régiment d'hélicoptères de combat qui est à Étain, pas loin de Metz, à 3/4 d'heure de Metz à peu près. Et on a le cinquième régiment d'hélicoptères de combat à Pau. Et donc, les contrôleurs qui sont dans ces unités-là, eux, ils ont plus vocation à partir. Jusqu'à l'été dernier, moi j'étais à Phalsbourg. Là-bas, on risque de partir une fois tous les ans et demi, en fonction du nombre de personnes, du nombre de contrôleurs qui sont affectés dans les différentes unités. Donc on va partir une fois tous les ans et demi. Et le rythme, ça change au fur et à mesure de l'opération, parce qu'on essaye d'adapter pour pas trop fatiguer les gens non plus s'ils doivent partir souvent. Donc au début de l'opération, on était à 4 mois. Après, on a fait une petite période où les contrôleurs partaient pour 2 mois. Et là, on est retombé à 3 mois d'opération extérieure. Donc après, on dit 3 mois. Souvent, c'est 3 mois et demi, le temps d'avoir un temps de passation de consignes avec les relèves, etc. Les temps de trajet aussi. Donc en général, on part pour 3 mois et demi quand on part en OPEX. En école, ça revient beaucoup moins souvent. Ça revient tous les 2, 3 ans dans le métier. Donc, Alors, voilà. pardon, je t'ai gouré. Alors, une dernière question que j'aurais concernant la partie OPEX, mais bien sûr, s'il y en a d'autres, je les prendrai avec plaisir. Est-ce que tu peux nous raconter une mission qui t'a particulièrement marqué? Alors oui, donc justement, comme j'en parlais tout à l'heure, un départ en convoi, c'était sur ma toute première OPEX, donc c'était en 2015, j'avais 5 ans d'armée. On est parti en convoi pendant une dizaine de jours. Et j'étais le seul contrôleur aérien sur cette mission, jeune contrôleur aérien. Et la mission, c'était de créer une zone de posée pour une petite dizaine d'hélicoptères pour qu'ils puissent sur une journée pour venir faire 3 allers-retours entre notre base là-bas et mon plot de posée pour venir déposer des personnels. Donc, on était parti en convoi. Donc, déjà, ça, c'était quelque chose de complètement nouveau. J'ai fait 2 jours et demi de trajet en camion à traverser le désert. Donc, on part comme tout personnel sur un convoi comme ça, avec notre armement, avec de quoi dormir, de la nourriture, des rations, de l'eau, etc. Et une fois arrivé sur place, c'est mon vrai boulot qui a commencé. Donc, il a fallu que je définisse des zones de posée pour les hélicoptères, que je vois un peu si le sol est adapté pour poser une machine,
si l'espacement est donné entre chaque zone de pesée pour chaque hélicoptère, établir où est-ce qu'on met les camions de ravitaillement, parce que les machines doivent ravitailler forcément aussi. Et arrivé le jour J, quand les machines arrivent, eh bien, il faut les prendre en compte avec un matériel qui est quand même très réduit. J'avais 2 postes radio et une petite girouette pour avoir le sens du vent. Donc voilà, tout ça pour accueillir ces hélicoptères pendant une journée. Et après, il faut tout redémonter et repartir sur le convoi pour rentrer sur la base. Donc nous, on avait fait 250 km et ça nous a pris 2 jours et demi de trajet. Ah oui, Donc c'est des conditions de vie qui sont assez rustiques et c'est quelque chose de complètement inhabituel. On se retrouve vraiment dans un métier, dans un milieu où on n'a jamais été avant, où on découvre tout sur le tas. Donc c'est quand même c'est une occasion qu'on a peut-être une fois dans sa vie de faire un convoi comme ça et d'organiser quelque chose comme ça en plein milieu du désert. Donc ça pour moi c'était vraiment la grande mission que j'avais en opération extérieure. Même si après il y a sur chaque OPEX il y a des missions sympas, on peut partir en vol, en hélicoptère, en avion, etc. Donc sur chaque opération extérieure, il y a quand même des petits points forts qui agrémentent un peu la vie quand on part loin et longtemps comme ça sur une OPEX. effectivement, c'est une sacrée mission. En plus, pour ta première OPEX, il me semble Ouais, que tu as dit. Donc, c'est assez intéressant. Ouais. ça laisse des sacrés souvenirs. Alors, justement, la question de Ludovic Thibault qui est la suivante. Quelles sont les qualités requises, selon toi, pour devenir contrôleur aérien au sein de la LAT? Alors, il faut déjà un côté rustique militaire. Faut pouvoir suivre la formation de militaire. Donc, il faut avoir le goût de l'effort, de se dépasser un peu tout au long de la formation militaire, parce que les formateurs, ils nous poussent là-dedans aussi. Ils nous poussent un peu dans nos retranchements pour supporter la fatigue après l'effort, etc. Donc ça, c'est un peu une qualité de militaire générique. Et après, pour le contrôle aérien, il faut déjà une grande résistance au stress, parce que comme je disais avant, quand on a ici sur le terrain, quand on a une dizaine d'hélicoptères qui veulent tous rentrer en même temps, poser en même temps, qui parlent tous en même temps à la radio, c'est pas forcément toujours très ordonné, donc il faut savoir résister à ça. Prendre tout ça en compte sans partir en larmes et ne plus savoir quoi faire. Donc voilà, là il y a une grande partie de résistance au stress. Et il y a aussi une partie de remise en question de soi et de ses compétences tout au long de la carrière. Parce que on a donc une formation qui est assez longue en école. Après, on arrive dans notre régiment, on est formé pour les différents postes qui sont à la tour de contrôle. Ça se fait au fur et à mesure. Donc, pour être lâché sur tous les postes sur un terrain, il faut compter, j'ai envie de dire, 7-8 ans dans le meilleur des cas. Donc, Ah oui, quand même. au final, on se retrouve très souvent, très longtemps en situation d'instruction. Et après, dès qu'on est muté, donc moi jusque-là j'étais à Salzbourg, là maintenant depuis l'été dernier je suis ici à Dax, et bien je recommence toute la progression. Donc je recommence par être doublé, on dit, au poste sol, un premier lacet sur ce poste pour pouvoir travailler sur le terrain qui est forcément différent de ce que je connaissais. Le trafic est différent, les procédures sont différentes. Et ensuite je repasse, là je suis en formation sur le poste air-sol, sur la fréquence tour. Donc voilà, là je suis encore doublé. Après, une fois que je serai lâché sur ce poste, ça va me prendre 1 an et demi, 2 ans de temps de travailler tout seul, une fois que je serai lâché. Après, je vais attaquer la formation sur le poste chef vigie. Plus tard, je vais attaquer la formation sur le poste chef approche ici en salle d'approche. Donc voilà, c'est une formation qui ne s'arrête jamais. Et tout au long de l'année, on a un maintien des compétences, on a des cours qu'on se fait les uns les autres, qui sont quand même vérifiés par une cellule d'instruction, qui sont homologués. Mais ce sont des cours qu'on doit faire en permanence. Toutes les semaines, on a une instruction. Et donc voilà, on est en permanence en train de découvrir ou de redécouvrir des procédures. Et toutes ces procédures, elles peuvent changer. Le matériel évolue, etc. Donc à chaque fois, il faut être de nouveau formé sur une nouvelle procédure, sur un nouveau matériel. Et donc voilà, il y a une remise en doute de soi en permanence parce qu'on sait très bien qu'on n'est jamais, on est jamais omniscient dans notre spé. On n'a jamais la science infuse.
on peut toujours tomber sur quelqu'un d'autre qui a vécu quelque chose, une autre situation d'une autre manière, qui l'a géré d'une autre manière et qui peut peut-être nous donner des conseils sur comment gérer une situation pour que ce soit plus fluide, même si dans ce que nous on fait, dans notre solution, c'était pas quelque chose de dangereux, que la situation était quand même bien, mais on peut quand même aller chercher quelque chose de mieux. Donc voilà, il faut tout le temps être prêt à écouter les autres, à prendre en compte leur avis aussi, et à vouloir essayer quelque chose d'autre. On n'est jamais figé et les procédures, elles ne sont pas toujours les mêmes. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très très important et c'est une grande partie du métier. Donc la résistance au stress et la remise en doute, la remise en question de soi, c'est vraiment deux grands points qu'il faut avoir en tant que contrôleur de la latte. Une question de Guénolé qui demande si c'est toi qui choisis ton affectation. Alors oui et non, on l'a choisi. Moi à l'époque, je l'ai sorti en fin de formation de sous-officier, à un moment où on ne connaît encore rien sur le contrôle aérien, sur ses capacités à soi de gérer le trafic. Maintenant, on l'a choisi à la fin de la formation de contrôleur aérien, donc à la fin de la formation à Mont-de-Marsan. Donc, on l'a choisi en fonction de notre classement. Il y a, tout au long de la formation, on a des évaluations, des tests, etc. Tout est noté. Et en fonction de la note, on établit un classement. Et le premier, il choisira son affectation. Le dernier, il aura ce qui reste dans les postes qui sont proposés. Et après, tout au long de la carrière, on peut être muté. Alors, soit on peut demander à être muté, soit on peut être muté d'office parce que les ressources humaines de l'armée de terre ont besoin de muter un contrôleur. Et là, on peut émettre des choix ou demander à plutôt partir sur telle unité ou plutôt sur une autre. Mais à la fin, ce sera quand même, ce seront les ressources humaines de l'armée de terre qui vont décider où est-ce qu'ils affectent un contrôleur. On peut argumenter, on peut demander, mais le choix final, ce ne sera pas le nôtre. Donc, on peut choisir, on peut essayer de demander, mais on ne se retrouve pas forcément toujours là où on le souhaite. Alors, il me reste 3 dernières questions, dont une. Est-ce que tu peux me dire quels sont, selon toi, les avantages et les inconvénients de ton métier? Alors, les avantages, c'est qu'on n'arrête pas de découvrir. Pour moi, un grand avantage aussi, c'est le milieu aéronautique, parce que bah, c'est une passion, je suis pilote privé aussi, donc voilà. Moi, je vis dans ce milieu, c'est une passion pour moi. Donc, de pouvoir travailler là-dedans, c'est un grand plus. Et après, voilà, c'est ce que je disais avant, le côté remise en doute de soi, ça permet de toujours avoir quelque chose à apprendre, de toujours d'être en évolution constante. Donc, c'est un grand avantage parce que moi, personnellement, je ne me vois pas faire la même chose tout au long de ma carrière jusqu'à la retraite. Moi, j'ai envie de redécouvrir tout au long de ma carrière. Donc, ça, c'est un grand avantage. Et oui, le côté aéronautique, pour moi, c'est quelque chose de génial de pouvoir travailler dans ce milieu. Un inconvénient, eh bien, la remise en doute de soi, ça peut être perçu comme un inconvénient pour certains gens, pour certaines personnes. Et il y a le côté militaire qui peut être une contrainte pour les gens. Et nous ici, eh bien, c'est ce que je disais, on fait des vols de nuit, donc on a des horaires de travail qui sont pas forcément toujours bien cadrés. Là, ce soir, l'équipe qui est de vol de nuit, ils seront ici en poste jusqu'à 23 heures. En été, ça peut durer beaucoup plus tard. Ça peut se terminer à 1 ou 2 heures du matin. Après, on a des temps de repos. Mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que faut le prévoir dans sa vie de famille. On sait très bien qu'on ne pourra pas passer tous les soirs chez soi à la maison avec son conjoint, sa conjointe, avec son enfant, etc. Donc ça peut être une contrainte dans le métier. Oui. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs de tes meilleurs souvenirs à nous partager depuis que tu exerces ce métier? Alors, il y en a énormément. Il y a la première prise de poste tout seul, une fois qu'on est lâché sur le poste. Ça, c'est quelque chose, quelque part, c'est un aboutissement. Le premier départ en OPEX, en OPEX, il y en a énormément parce il y a des choses nouvelles qui nous arrivent dessus tous les jours. La première fois qu'on fait poser un Ilyushin 76, c'est un avion énorme, donc quand on le voit arriver pour la première fois, ça fait quand même quelque chose. On a l'occasion de voler aussi avec nos équipages dans les hélicoptères. Donc il y a 2 ans, j'ai fait un vol en IFR entre Salzbourg et Dax justement. Tout le vol retour, on était dans les nuages,
on a posé 2 nuits. Il y avait, on voit toutes les lumières qu'il y a autour. J'ai pu faire des vols où j'ai été treuillé depuis un caïman. Donc voilà, tout ça, on a des opportunités tout au long de la carrière de découvrir des choses qui sont assez inhabituelles, qu'on verra uniquement dans ce métier. Et donc voilà, des souvenirs, il y en a énormément. Il y en a tout au long d'une carrière, j'ai envie de dire. Bon, en tout cas, ça donne envie. Et alors, quelles sont les évolutions possibles au sein de ce métier? Alors, pareil, c'est tout au long de la carrière, on évolue. Donc déjà sur les différents postes qu'on a dans une tour de contrôle. Et ensuite, en parallèle de ces postes, on a des qualifications en tant que contrôleur. Ça, c'est propre aux armées. J'en ai parlé rapidement en fin de formation à Mont-de-Marsan. On est contrôleur à construction. Une fois qu'on est lâché sur les 2 premiers postes au sol et à l'air sol, on sera contrôleur opérationnel. Ça va nous permettre de partir en opération extérieure. Après 6 ans de carrière, on va pouvoir préparer des examens. À ce moment-là, une fois qu'on réussit tout ça, ce seront des examens sur beaucoup de théories sur le métier de contrôleur aérien, sur la réglementation, etc. Donc, devenir premier contrôleur. Et moi, l'examen que j'ai passé en décembre, c'est encore un examen à l'oral devant un jury avec des questions globales sur l'aéronautique dans la latte, on va dire. Ça permet de passer maître contrôleur. Donc tout ça, ce sont des évolutions de carrière qui sont en général aussi accompagnées d'une évolution de salaire, on ne va pas se mentir. Et, une fois qu'on arrive à une certaine ancienneté de service, en plus de ça, on peut essayer de passer des concours pour devenir officier. Et à ce moment-là, on a des officiers qui sont contrôleurs aériens, qui ont les mêmes qualifications que les sous-officiers, et qui, en plus de ça, vont devenir chef de peloton contrôle, commandant d'unité, donc ils vont gérer pas seulement les contrôleurs aériens, mais aussi une cellule météorologie, des pompiers aéronautiques qu'on a sur les bases à latte, etc. Donc tout ça, ce sont des évolutions de carrière qui sont pas obligatoires, on va dire. C'est un travail personnel, c'est des concours qu'on doit qu'on doit préparer soi-même. Et donc, on peut faire toute une carrière en restant à un petit niveau, à un moyen niveau, on va dire, parce qu'on n'a pas envie d'endosser des responsabilités plus grandes. Ou alors, eh ben, on peut progresser, endosser plus de responsabilités, voir autre chose. Et on peut aussi demander à faire des changements de spécialité. C'est aussi le côté bien dans l'armée. Un sous-officier contrôleur aérien, il peut passer un concours, passer officier et changer complètement de métier. À l'issue de sa formation d'officier, qui va durer 2 ans, il va pouvoir demander, en fonction de son classement, à passer hélicoptère, il va pouvoir basculer dans l'infanterie, il pourra choisir tous les métiers qu'il y a dans l'armée de terre. Donc, on a des évolutions de carrière qui sont possibles, qui sont ouvertes tout au long de la carrière. Et il faut juste vouloir se renseigner et y mettre un peu de bonne volonté et surtout du travail personnel pour préparer les concours. Alors, une question de Manon qui te demande quelles sont les tâches annexes lors de la demi-journée où vous n'êtes pas dans la tour? Alors, ça, c'est une particularité qu'on a dans les armées qu'il n'y a pas dans le civil. Un contrôleur aérien, il n'est pas seulement en poste à la tour de contrôle ou à l'approche, mais on fait plein d'autres choses aussi. On a différentes cellules dans un peloton contrôle. On va avoir une cellule d'instruction qui va élaborer les cours pour les jeunes contrôleurs qui vont arriver, faire un suivi de nos licences, parce que nos licences doivent être renouvelées tous les 3 ans. Donc, il faut qu'on ait un certain nombre d'heures en poste à la tour et au radar, etc., pour maintenir nos licences. Sinon, on doit recommencer une formation. Donc ça, c'est une cellule d'instruction qui va gérer tout ça, qui va faire un suivi. Moi, ma tâche annexe, c'est un suivi de la réglementation et une écriture de textes réglementaires pour savoir comment on travaille sur notre terrain. Donc, je fais pas ça tout seul, je fais ça en coordination avec plein d'autres gens ici sur la base. Mais c'est moi qui vais écrire le texte. Après, il va être relu, corrigé, etc. par d'autres gens. Mais voilà, c'est moi qui l'écris, c'est moi qui met un peu du mien, qui élabore tout ça. On a des gens qui vont travailler, là ça arrive beaucoup, c'est en pleine montée, qui vont travailler avec des pilotes drones
Mhm. Alors, des pilotes civils, parce que des prises de vue aériennes, il y en a de plus en plus, ça se fait de plus en plus en drone. Et donc, pour qu'ils puissent voler en sécurité, ne pas impacter nos vols en hélicoptère, parce que, comme je disais avant, nos hélicoptères, ils volent bas, à la Mhm. même hauteur que les drones en général. Et donc, on a toute une cellule qui est dédiée à ça, qui fait des protocoles avec les différents pilotes drones, qui fait des accords avec eux, qui gère les vols, qui voit quand est-ce qu'ils peuvent voler, dans quelle zone d'exercice ils peuvent voler. On va avoir des gens qui gèrent du matériel, donc la tour mobile, des postes radio, des véhicules, etc. Donc ça peut être très très divers. Et puis après, on a des tâches annexes qui sont purement militaires. On va avoir des gens qui sont plus responsables d'organiser des séances de sport au sein du peloton ou de l'escadrille et des choses comme ça. Donc c'est vraiment très très divers et c'est une grande partie de notre métier. Donc, il faut aussi avoir l'envie de faire autre chose que uniquement du contrôle aérien. J'ai envie de dire que quelqu'un qui veut uniquement toucher à un micro, c'est pas la bonne gâche dans la latte, parce que ce sera jamais le cas. Et puis, on peut même se retrouver à faire une journée, 2 journées, voire plus, sans prendre de poste à la tour. On peut à gérer quelque chose de complètement différent. S'il y a un projet important à suivre, eh bien, on va pouvoir uniquement s'occuper de ça et pas prendre de poste micro. Donc, Ça on est revient, vraiment. ça revient un petit peu Oui, à ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais finalement que c'est vrai que vous êtes militaire avant tout, avant d'être c'est ça, contrôleur aérien. tout à fait. Donc voilà. Alors, Il y a un peu de tout, il n'y a pas que du contrôle aérien. hmm. Alors, peut-être une dernière question pour clôturer cette interview, qui est une question d'Oscar, mais qui est la même que la mienne. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour un jeune qui souhaiterait suivre ton parcours et lui aussi devenir contrôleur aérien au sein de la LAT? Ouais, il faut être curieux. Alors, ça aide de s'intéresser à l'aéronautique. Mhm. Ça aide de faire le premier pas, de se rendre dans un centre de recrutement et vraiment de spécifier qu'on veut devenir contrôleur aérien ou qu'on veut avoir un métier dans l'aéronautique. Parce que les centres de recrutement, ce sont pas des spécialistes de l'aéronautique, ce sont des militaires qui peuvent être issus de toutes les spécialités et qui ne connaissent pas forcément le côté aéronautique, qui ne connaissent pas forcément les métiers qu'il y a dans la latte. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'y aller et de dire je veux faire contrôleur aérien ou je veux faire un autre métier. Hein. Mais voilà, faut demander à faire ce métier et il faut demander à aller visiter des unités. Normalement, ça fait partie du cursus du régime de recrutement. Mais moi, j'ai eu l'occasion d'aller visiter une tour de contrôle, un régiment de la LAT, pendant mon cursus de recrutement. Ça permet de se faire une meilleure idée du métier. Et donc voilà, faut être curieux, il faut s'intéresser, enfin ça aide, il faut s'intéresser à l'aéronautique. Et après, toutes les portes sont ouvertes, j'ai envie de dire. Mais écoute, Lucas, je te remercie énormément de nous avoir consacré du temps à répondre à Merci à toutes nos toi. questions et surtout à nous présenter ton quotidien. C'était vraiment super intéressant, donc vraiment un grand, grand merci à toi. Merci à toi. Et ben, Et, avec grand plaisir. Écoute, je te souhaite une bonne soirée, bon courage pour la suite et merci de nous avoir présenté ton métier. avec plaisir. Bonne soirée. Bonne soirée, Lucas. Au revoir. Voilà, j'espère que ce live avec Lucas vous a plu. En tout cas, je remercie à la fois Lucas de nous avoir consacré de son temps, mais aussi la communication de la LAT, notamment à Villa Coublé, d'avoir permis la réalisation de ce live. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu avoir un maximum de réponses à toutes vos questions. J'ai essayé d'en prendre un maximum. Voilà. Et en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude, mercredi soir à 20h ou 20h30 pour un prochain live qui sera en compagnie de Maxence et on va traiter le métier de pilote instructeur sur planeur. On va faire un live orienté planeur. J'en ai jamais fait pour l'instant, donc je suis ravie de pouvoir vous présenter aussi ce domaine de l'aéronautique avec la FFVP, donc la Fédération française de vol en planeur. Voilà, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
prochaine à la même heure. Et je vous remercie d'avoir suivi ce live. Je vous remercie pour vos questions. Et si toutefois vous avez des idées de métiers que vous souhaiteriez que je présente en interview comme ça, ou alors des idées d'intervenants, mais surtout n'hésitez pas à me les envoyer en privé. Et voilà, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.